Ils ont tenté de me réduire au silence par le feu, mais je les enterrai au tribunal. Le clic de la serrure qui s'ouvrait résonna comme le décèlement d'un cercueil. Je me tenais sur le seuil de mon ancien appartement, observant des étrangers déambuler dans les pièces qui résonnaient encore de ma présence. Le nouveau locataire, un étudiant arborant des chaussures de prix, m'évita comme si j'étais un simple meuble. « Vous êtes l'homme de la maintenance ?» demanda-t-il. J'acquiesçai, lui permettant de croire à cette fiction. C'était préférable à une explication. J'avais autrefois possédé cet endroit, avant que ma femme ne le vende pour financer sa nouvelle vie avec mon ancien ami. 18 mois en prison transforment un homme. Pas à la manière stéréotypée d'Hollywood. Pas de tatouage, pas de muscles sculptés par la prison, pas d'illumination soudaine. Juste une rancune latente qui ne s'éteint jamais complètement. Ils affirmaient que j'avais accepté des pots de vin en tant qu'inspecteur municipal. Ils alléguaient que j'avais falsifié des rapports. Ils étaient exacts sur un point. J'ai bien falsifié quelque chose, ma foi en ceux que je chérissais. L'étudiant disparut dans la chambre. Mon ancienne chambre. Je me dirigeai nonchalamment vers la fenêtre de la cuisine, observant le panorama familier du chantier de construction en face, avec la même grue jaune. Cependant, le logo de l'entreprise était différent maintenant. Monroe Développement. L'entreprise de Jacques Monroe. Mon téléphone vibra. C'était Georges Volta, le seul ami qui m'avait rendu visite à l'intérieur. « Nathan, t'es sorti ? » ?»« Ouais. »« Rejoins-moi chez Murphy. Faut qu'on parle. » Le bar Murphy était resté inchangé. Les mêmes sols collants, la même odeur omniprésente de bière renversée et de rêves brisés. Georges était assis dans notre cabine habituelle, paraissant plus âgé que ses 53 ans. Son badge d'inspecteur avait disparu, il avait subi une retraite forcée après ma condamnation, qui avait jeté la suspicion sur tous les membres du service. « T'as une sale gueule » remarqua-t-il. « Je me sens pire. » Je me glissai dans la banquette. « Qu'est-ce que tu sais ?» Georges sortit un dossier en manille. « Tout ce que tu ne veux pas savoir. » Il l'ouvrit pour révéler des photographies, des relevés bancaires et des notes d'hôtel. « Mélissa a emménagé avec Jax le lendemain de ta condamnation. Pas un mois plus tard, comme elle l'a dit à tout le monde. Le lendemain. Je fixai une photographie de ma femme sortant du pantouse de Jax, portant la même robe noire qu'elle avait portée à mon procès. Celle où elle a pleuré à la barre, racontant à quel point ma prétendue corruption l'avait blessée, demanda Georges. Tout. Elle a vendu ta Mustang 2 semaines après ton incarcération. A empoché $30 000 et les a déposés sur un compte qu'elle a ouvert avec Jax 3 jours avant ton arrestation. La bière avait un goût métallique. Continue. La maison s'est vendue rapidement. Trop rapidement. En dessous du prix du marché. Devine qui l'a acquise par l'intermédiaire d'une société écran. Monroe Développement. Donner un prix à l'homme. Georges se pencha en avant. Nathan, il y a autre chose concernant ton procès. Quoi encore? Ton avocat. L'avocat commis d'office qui s'est pratiquement rendu. Il a remboursé ses prêts étudiants la semaine suivante à condamnation. $40 000 en dépôt de fonds. Le bar sembla osciller légèrement. Je serrai la table. Qui l'a payé? J'enquête encore là-dessus. Mais j'ai une théorie. Georges sortit une autre photographie. Amanda, la sœur de Mélissa. Celle qui m'a rendu visite 2 fois en prison. Celle qui prétendait croire en mon innocence. Elle serrait la main à un homme dans un costume coûteux devant le palais de justice. « Tu le reconnais ?» demanda Georges. Je le reconnus. Thomas Wright. Le procureur qui a obtenu ma condamnation. Amanda leur fournissait des informations, déclara Georges. Ta stratégie de défense, ce que tu comptais dire, tout. Elle te rendait visite, puis rencontrait ces types. Une sensation froide s'installa dans ma poitrine, non pas de la rage, mais du calcul. Où est Mélissa maintenant? Associée au cabinet d'avocats de Jax. Il gère toutes ses transactions immobilières. Très confortable. Georges finit sa bière. Nathan, qu'est-ce que tu vas faire? Je me levai. Trouver un boulot. Monroe Développement recrutait des gardiens de sécurité, pour les chantiers de nuit. Le salaire minimum. Parfait. Je remplis la demande sous le nom de Nathan Hay. Assez proche pour être mémorable, assez différent pour échapper à une vérification d'antécédents superficiels.
Faux témoignage de Georges. Fausse adresse. Fausse vie. Le responsable du recrutement leva à peine les yeux de son téléphone. Vous commencez ce soir. Site de Park Avenue. De minuit à 8 heures. Le site de Park Avenue était une tour de 40 étages en construction à l'emplacement de l'ancien hôtel Morrison. J'avais inspecté les travaux de fondation 2 ans auparavant, quand je me considérais encore comme un des bons gars. Maintenant, j'observais les casques de chantier et les bétonnières depuis une caravane de sécurité qui sentait le café et l'échec. 3 heures du matin était le moment propice à l'exploration. Le chef de chantier maintenait son bureau dans une caravane double près de la rue. Serrure standard. Facilement contournée avec les outils que Georges m'avait fournis à l'intérieur. Permis, contrat, échéancier de paiement, et quelque chose d'intrigant, un dossier intitulé l'évaluation spéciale. Versement de pot de vin. 50 000 $ au conseiller Blake pour approbation du zonage. 25 000 $ à l'inspecteur Rodriguez pour avoir fermé les yeux sur des raccourcis dans les fondations. Encore 30 000 $ à quelqu'un répertorié comme JB ou pour des permis accélérés. J'ai tout photographié avec un appareil photo jetable, suggestion de Georges pour éviter toute trace numérique. L'aube se levait quand j'ai entendu des pas à l'extérieur de la caravane. J'ai glissé l'appareil photo dans ma veste et me suis dirigé vers la fenêtre. Une berline noire aux vitres teintées. 2 hommes en costume en sont sortis. L'un était Jacques Monroe. Il avait bonne mine. La prison m'avait creusé, mais le succès l'avait rempli. Coupe de cheveux coûteuse, chaussures italiennes, la confiance qui vient de la victoire. L'autre homme était plus jeune, nerveux. Ils se sont dirigés vers la principale caravane de chantier. Je n'ai pas pu entendre leur conversation, mais j'ai vu Jacques remettre une enveloppe à l'homme plus jeune, remplie d'argent, toujours de l'argent. Après leur départ, j'ai fait le tour du périmètre, une clôture grillagée de 3,60 m de haut, surmontée de fils barbelés, un portail avec un cadenas que je pouvais gérer. Cependant, quelque chose dans les travaux de fondation me dérangeait. Le béton semblait incorrect, trop fin par endroits. Le mélange d'agrégats était mauvais. J'avais déjà émis des infractions pour moins que ça. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Oui. Nathan Hale. Une voix de femme. Qui demande? Amanda Cortez. La sœur de Mélissa. Nous devons parler. Alors, elle utilisait maintenant son nom d'épouse. Quel cliché. À propos de quoi? À propos de rester hors des ennuis. Retrouvez-moi au Déniès sur la route 9. Dans 1 heure. Elle a coupé la communication. Le Déniès à 6 heures du matin était rempli de routiers et d'insomniaques. Amanda était assise dans une banquette d'angle, donnant l'impression de ne pas avoir dormi. Sac à main de marque, énergie nerveuse, la culpabilité gravée dans les rides autour de ses yeux. Tu as changé, dit-elle quand je me suis assis. La prison fait ça. Elle commanda un café avec des mains tremblantes. Nathan, je sais que tu es en colère. Vraiment? Mais ce qui est fait est fait. Mélissa est passée à autre chose. Tu devrais en faire autant. J'ai étudié son visage, les mêmes yeux sombres que sa sœur, la même façon d'incliner la tête quand elle mentait. Combien t'ont-ils payé? Quoi? Pour me trahir. Est-ce que ça valait le coup? Sa tasse de café tinta contre la soucoupe. Je ne vois pas ce que tu veux dire. J'ai des photos, Amanda. Toi et le procureur. Toi et l'avocat de Jacques. Toi, leur donnant tout ce que je t'ai dit pendant ces visites en prison. Elle pâlit. Nathan, écoute. Combien? Ce n'était pas une question d'argent. Sa voix se brisa. Ils ont dit que tu étais coupable. Ils avaient des preuves. Ils ont dit que les aider était la bonne chose à faire. Quelles preuves? Les pots de vin. Les faux rapports. Ils m'ont montré des documents avec ta signature. Je me suis penché en avant. T'es-tu seulement demandé si ces signatures étaient réelles? Les yeux d'Amanda s'écarquillèrent un instant. Elle ressemblait à la gamine qui me préparait des sandwichs quand je travaillais tard. Puis le masque est revenu. Tu me fais peur, dit-elle. Bien. Tu devrais avoir peur. Je me suis levé. Dis bonjour à Mélissa et Jacques de ma part. Isaac Reyes travaillait à la First National Bank, au service des prêts commerciaux. Tous les mardis et jeudis, il déjeunait chez Tony S. Delis sur Market Street,
toujours à la même table, mangeant toujours le même sandwich à la dinde, vérifiant toujours son téléphone pour les scores sportifs. Je l'ai observé pendant une semaine avant de passer à l'action. Excusez-moi. Êtes-vous Isaac Reyes? Il leva les yeux de son sandwich, méfiant. Oui. Est-ce qu'on se connaît? Nathan Hale. Je travaillais à l'inspection municipale. La reconnaissance brilla dans ses yeux, suivie de quelque chose qui ressemblait à de la peur. Je me souviens de vous, dit-il. Vous avez été arrêté. J'ai été piégé. Je me suis assis sans être invité. Avec votre aide. Isaac commença à se lever. J'ai posé ma main sur son poignet, pas menaçant, juste fermement. Asseyez-vous, Isaac. Nous allons avoir une conversation à propos de Melissa Hale et des prêts que vous avez approuvés pour ses achats immobiliers. Je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai sorti un dossier que Georges avait préparé, relevé bancaire, demande de prêt, transfert de propriété. Vous avez approuvé 3 prêts pour ma femme, entre mon arrestation et ma condamnation, valeur totale de 400 000 $, des propriétés qu'elle a achetées en utilisant de faux documents avec ma signature. Le visage d'Isaac devint gris. Je ne savais pas qu'ils étaient faux. Mais vous saviez que quelque chose clochait. Les déclarations de revenus ne correspondaient pas aux dossiers fiscaux. Les évaluations des propriétés provenaient de la même société qui achetait les propriétés, et vous les avez quand même approuvées. Je me suis penché plus près. Pourquoi? Il jeta un coup d'œil autour du restaurant comme un animal piégé. J'avais besoin d'argent. Il acquiesça tristement. Basketball. J'étais à sec de 40 000. Jacques a dit que si je l'aidais, il couvrirait mes dettes. Et maintenant? Maintenant, je lui dois 60 000 avec les intérêts. Parfait. Isaac, je vais vous faire une offre. Aidez-moi à prouver que ces signatures étaient fausses, et je vous aiderai avec le problème de Jacques. Comment? En le détruisant. 3 jours plus tard, Isaac a remis des photocopies des demandes de prêt portant ma fausse signature. L'analyse graphologique prouverait qu'ils étaient faux. Les boucles étaient incorrectes, la pression trop légère. Melissa avait toujours été nulle en matière de contrefaçon. Mais il me fallait plus que des accusations de fraude, je devais les briser complètement. Georges appela à 2 heures du matin. Nathan, on a un problème. Quel genre de problème? Quelqu'un a essayé de cambrioler mon appartement ce soir. 2 types avec des battes de baseball. Je n'étais pas là, mais ils ont laissé un message sur mon miroir. Arrête de fouiner ou commence à saigner. Tu vas bien? Pour l'instant. Mais ils savent qu'on est sur quelque chose. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire qu'on approche. J'ai regardé par la fenêtre de ma chambre de motel. Parking vide, enseigne au néon clignotante. Georges, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Quoi? Prends des vacances. En Floride. N'importe où. Pars juste pendant une semaine. Et toi? Je vais bien. Je sais me cacher. J'ai raccroché et j'ai commencé à faire mes bagages. Il était temps de me rapprocher de l'ennemi. L'appartement était un taudis dans le quartier des entrepôts, mais il avait ce dont j'avais besoin. Une vue parfaitement dégagée sur l'immeuble de bureau de Monroe Développement, couplée à un propriétaire qui acceptait les paiements en espèces et s'abstenait de poser des questions, me servait de point d'observation. Je me suis positionné en face de leur parking, équipé de jumelles et d'un appareil photo doté d'un téléobjectif. C'était de la surveillance à l'ancienne, le genre imperméable au piratage ou au traçage. Pendant 3 jours, j'ai méticuleusement observé leur routine établie. Jacques arrivait invariablement à 9 heures précises à bord d'une BMW noire. Melissa suivait environ 20 minutes plus tard dans une Mercedes argentée, sans aucun doute achetée avec des fonds détournés de ma propre maison. Ils partaient généralement ensemble le soir. Leur destination variait, parfois des restaurants, d'autres fois le Pantouse de Jacques. Cependant, jeudi, un changement notable s'est produit. Une voiture de police est restée stationnée devant le bâtiment pendant 2 heures. Plaque d'immatriculation de détective. Par la suite, un homme vêtu d'un costume bon marché est entré dans le bâtiment et y est resté pendant 4 heures. À son départ, il portait une boîte remplie de dossiers. Cette nuit-là, j'ai observé Jacques faire les 100 pas dans son bureau jusqu'à minuit. Vendredi a amené d'autres visiteurs, des hommes vêtus de costumes coûteux qui semblaient visiblement mal à l'aise.
Une femme portant une mallette est restée à peine 10 minutes. Puis, Amanda, visiblement effrayée, est apparue. Je l'ai suivie après son départ. Elle a conduit jusqu'à un entrepôt situé au sud de la ville, a payé pour un box, et a déchargé 3 cartons de sa voiture. Quel que soit le contenu de ces boîtes, elle était déterminée à le garder caché. Le samedi, j'ai exécuté mon plan. L'entrepôt était résolument à l'ancienne. Des serrures à combinaison sécurisaient les box, et aucune caméra ne surveillait la zone de stockage elle-même. Le box d'Amanda portait le numéro 247. La serrure était de qualité inférieure, du type que l'on peut facilement forcer avec une pince coupante en ayant 5 minutes de tranquillité. À l'intérieur, j'ai découvert des documents financiers, des documents juridiques, et quelque chose qui m'a glacé le sang, une caméra vidéo accompagnée d'une pile de DVD étiquetés avec des dates. Ces dates correspondaient à mes visites en prison. J'ai rapidement chargé le tout dans ma voiture et je suis rentré à mon appartement. Le premier DVD m'a donné la nausée. Amanda souriait et hochait la tête pendant que je dévoilais ma stratégie juridique. Amanda posait des questions orientées concernant mes relations avec les entrepreneurs. Amanda enregistrait méticuleusement chaque mot. Le deuxième DVD s'est avéré encore plus dérangeant. Amanda et Jax, apparemment dans son bureau, regardaient mes confessions enregistrées et éclataient de rire. Melissa les a rejoints pour la troisième vidéo, celle enregistrée environ une semaine avant le prononcé de ma peine. Il croit encore que je crois en lui, a déclaré Melissa sur l'enregistrement. Pauvre type, il ne se rend pas compte que je prépare ça depuis 6 mois. Et après le procès, a demandé Jax. Après le procès? Ce n'est personne. Juste un autre escroc qui n'a pas su s'adapter au monde réel. Ils ont tous ri à l'unisson. J'ai regardé le reste des DVD en silence. Des preuves de faux, de corruption et de conspiration se sont déroulées devant mes yeux. C'était suffisant pour incarcérer les 3 pendant des années. Cependant, la simple incarcération n'était plus suffisante. Je souhaitais leur anéantissement complet, reflétant la dévastation qu'ils m'avaient infligée. Totalement. Darrell Lowe, l'associé de Melissa, représentait le point vulnérable de leur opération. Les recherches de George avaient révélé des dettes de jeu, un divorce tumultueux et une plainte pour harcèlement que son cabinet tentait désespérément d'étouffer. Je l'ai localisé à Churchill Downs samedi, pariant sur les chevaux et subissant des pertes substantielles. À la 3e course, il était ivre, et à la 5e, il était bruyant et négligé. Darrell Lowe, ai-je prononcé en m'approchant de lui au bar. Il s'est retourné, plissant les yeux rouges. Ouais. Je vous connais? Nathan Hale. Je crois que nous avons des connaissances communes. Le nom l'a instantanément dégrisé. Jésus. Tu es censé être en prison. Libéré anticipativement pour bonne conduite. C'est amusant avec la prison, elle t'accorde du temps pour la réflexion. Du temps pour me remémorer des aspects qui me semblaient incongrus pendant mon procès. J'ai commandé une bière et me suis assis à côté de lui. Comme le fait que ma femme ait soudainement eu accès à des documents juridiques qui auraient dû rester confidentiels. Des documents que seul quelqu'un de son cabinet d'avocat aurait pu fournir. Darrell a tenté de se lever, mais je lui ai saisi le bras. Assieds-toi. Nous n'avons pas fini de parler. Il s'est rassis. Voici ce que je sais, ai-je continué. Tu as fourni à Melissa des informations privilégiées concernant l'enquête de la ville sur mon service. Des informations qu'elle a ensuite transmises à Jax, lui permettant de se positionner comme l'alternative non corrompue lorsque les contrats ont été mis aux enchères. Tu ne peux pas prouver ça. En fait, si. J'ai sorti mon téléphone et lui ai présenté une photographie de sa signature sur un document autorisant la divulgation de documents confidentiels de la ville. Ça vient du dossier du procureur, celui qu'il croyait scellé. Le visage de Darrell a pâli. Comment as-tu obtenu ça? Des amis dans les bas-fonds. La question pertinente est, qu'es-tu prêt à faire à ce sujet? Que veux-tu? L'accès à l'ordinateur de Melissa, pour une seule nuit. Accorde-moi ça, et ce document disparaît. Et si je refuse? J'ai fini ma bière et me suis levé. Alors, lundi matin, le barreau de l'État recevra un tuyau anonyme concernant un avocat qui a violé la confidentialité de son client pour aider son partenaire à commettre une fraude. Comment cette action en justice pour harcèlement se présentera-t-elle quand tu seras confronté à des accusations criminelles? Darrell fixait son ticket perdant. Elle me détruira si elle découvre ça. Elle te détruira de toute façon une fois que tu ne seras plus d'aucune utilité.
Au moins, de cette façon, tu pourrais survivre. Le dimanche soir, Darrell m'a donné accès au cabinet d'avocat. L'ordinateur de Melissa était protégé par un mot de passe, mais ses schémas étaient prévisibles. Son anniversaire, suivi de l'anniversaire de Jax, puis la date à laquelle ils avaient commencé leur liaison. Bingo. Son compte de messagerie s'est avéré être une mine d'or. Correspondance avec des sociétés écrans, transfert de propriété et paiement à des témoins qui avaient fait de faux témoignages à mon procès. Cependant, le véritable trésor se trouvait dans ses fichiers supprimés, une vidéo qu'elle avait enregistrée la nuit suivant ma condamnation. Test. D'accord. C'est pour la postérité, je suppose. Nathan Hale, l'homme que j'ai épousé, l'homme que j'ai détruit, est enfin parti. 18 mois n'étaient pas suffisants, mais c'est un début. Quand il sortira, tout sera à moi, la maison, l'argent, la vie que nous avons construite ensemble. Et il n'aura rien. Elle a levé un verre de champagne vers la caméra. À de nouveaux départs et à de vieilles fins. À ne jamais regarder en arrière. J'ai tout copié sur une clé USB et j'ai supprimé les journaux d'accès. Darrell m'attendait sur le parking, transpirant malgré le froid. C'est fini, a-t-il demandé. Pour l'instant. Mais, Darrell, tu devrais peut-être mettre à jour ton CV. Les choses vont devenir exceptionnellement désagréables pour Monroe Développement et tous ceux qui y sont associés. Le barreau de l'État de Pennsylvanie traitait les tuyaux anonymes avec le plus grand sérieux, en particulier lorsqu'ils étaient accompagnés de pièces justificatives. Le lundi, je leur ai envoyé par la poste des copies des preuves, demandant une enquête approfondie sur la conduite professionnelle de Melissa Hale. Le mardi matin, Melissa a reçu l'appel. J'ai observé depuis mon appartement alors qu'elle faisait les 100 pas dans son bureau, le téléphone collé à l'oreille, gesticulant sauvagement. À midi, elle criait sur Darrell. Le soir, elle pleurait dans les bras de Jax dans le parking. Le mercredi a amené les journalistes. Le titre disait « Avocate de renom fait l'objet d'une enquête pour fraude et faute professionnelle ». Les détails étaient accablants, signatures falsifiées, conflits d'intérêts et collusion possible avec les intérêts commerciaux de son partenaire amoureux. Melissa a tenu une conférence de presse le jeudi matin. J'ai regardé depuis un restaurant en face du palais de justice, mon café refroidissant alors qu'elle proclamait son innocence et se dépeignait comme la victime d'un ex-mari vindicatif avec un casier judiciaire. Nathan Hale est un criminel condamné qui ne peut pas assumer la responsabilité de ses actes, a-t-elle affirmé, les larmes coulant sur son visage. Il essaie de détruire ma réputation parce qu'il ne peut pas reconstruire sa propre vie. Parfait. Elle venait de me fournir tout ce dont j'avais besoin pour la phase 2. J'ai contacté la journaliste qui avait couvert mon procès initial, Jennifer Walsh du journal local. Elle se souvenait de moi. Il était difficile d'oublier l'inspecteur qui était passé du statut de héros à celui de méchant en 6 mois. Nathan Hale, a-t-elle dit en répondant. J'ai entendu dire que tu avais été libéré. Jennifer, j'ai une histoire pour toi. Une histoire importante, concernant l'enquête sur la déontologie de ton ex-femme. C'est de l'histoire ancienne. Sur la façon dont elle m'a piégé pour des crimes que je n'ai pas commis. Sur des documents falsifiés, des témoins soudoyés et un complot visant à commettre une fraude. Concernant la manière dont les vrais criminels restent libres alors qu'un innocent a passé 18 mois en prison. Un silence s'ensuivit à l'autre bout du fil. De quel genre de preuves parlez-vous? De celles qui gagnent des prix Pulitzer. Ça vous intéresse? Nous nous sommes retrouvés dans un relais routier à la périphérie de la ville. Jennifer avait apporté son enregistreur numérique et une expression sceptique qui s'est progressivement dissipée lorsque j'ai commencé à présenter les preuves. Des relevés bancaires attestant des dates des paiements de Melissa aux témoins. Une analyse graphologique des signatures falsifiées. Des enregistrements vidéo de la trahison d'Amanda. La vidéo de confession supprimée dans laquelle Melissa célébrait ma destruction. Jésus-Christ, murmura Jennifer, les yeux fixés sur son carnet. C'est énorme. C'est plus qu'énorme. C'est une corruption systémique impliquant un inspecteur municipal, un procureur, un avocat de la défense et de multiples témoins. C'est l'histoire de la manière dont la justice s'achète et se vend dans cette ville. Pourquoi venir me voir? Pourquoi pas le FBI? Parce que le FBI agit lentement et que je veux que ces gens soient détruits maintenant. Une humiliation publique d'abord, puis des accusations criminelles. Je veux que leur monde brûle avant même que la loi ne les touche. Jennifer acquiesça lentement. Quand puis-je publier?
donnez-moi 3 jours pour me mettre en sécurité, puis mettez le feu à tout. Vendredi soir, quelqu'un a tenté de me tuer. Je rentrais à pied de l'épicerie du coin à mon appartement quand la voiture a grimpé sur le trottoir. Une berline noire, vitre teintée, son moteur rugissant alors qu'elle visait directement ma poitrine. J'ai plongé derrière un camion garé, sentant le souffle de la voiture lorsqu'elle s'est écrasée dans la vitrine d'un magasin. La berline a reculé, pneus crissant, et est revenue vers moi. Cette fois, j'étais prêt. J'ai roulé sous le camion alors que la voiture s'encastrait sur le côté, le métal se tordant et le verre se brisant. Le moteur de la berline cala. Je suis sorti en rampant de l'autre côté et j'ai couru, me tenant accroupi et utilisant les voitures garées comme couverture. Derrière moi, j'ai entendu des portières claquer et des pas sur le béton. Trouvez-le. Une voix que je ne reconnaissais pas. Jax veut que ce soit fini ce soir. J'ai atteint mon immeuble par la ruelle arrière. Mes mains tremblaient alors que j'ouvrais la porte et montais les 3 étages. À l'intérieur, j'ai attrapé mon sac d'urgence, de l'argent liquide, de fausses pièces d'identité, des copies de toutes les preuves, et je me suis dirigé vers l'escalier de secours. Trop tard. La porte d'entrée a volé en éclats alors que j'étais en train d'enjamber la fenêtre. Il est passé par la fenêtre. Une autre voix. Plus jeune. Vérifiez l'escalier de secours. J'ai sauté dans la ruelle et j'ai couru. Ma voiture était garée à 2 rues, mais j'ai supposé qu'il la surveillerait. Par conséquent, je me suis plutôt dirigé vers la station de métro, me mêlant au fêtard du vendredi soir tout en gardant la tête baissée. Le train m'a emmené à l'autre bout de la métropole, dans un motel qui proposait des chambres à l'heure et s'abstenait de demander une pièce d'identité. J'ai payé en espèces pour 3 nuits et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Mon appareil mobile affichait 17 appels sans réponse. 3 provenaient de George, 2 de Jennifer et 12 de numéros non identifiés. J'ai contacté George en premier. « Nathan, Dieu merci », s'exclama-t-il. « Quelqu'un a incendié mon appartement ce soir. Tout est parti en fumée. »« Êtes-vous indemne ?» demandai-je. « Je suis vivant, de justesse », répondit-il. « Ils sont arrivés pendant que je promenais mon compagnon canin. Si j'avais été à l'intérieur. » Sa voix tremblait. « Nathan, quelles actions avez-vous entreprises ?» demanda-t-il. « J'ai provoqué l'ours. Maintenant, il s'efforce de nous dévorer. »« Quel est le plan ?» répondis-je. « La survie. Puis la vengeance. » Jennifer répondit dès la première sonnerie. « Nathan, où es-tu ? Quelqu'un a tenté de vous renverser ce soir. J'ai vu l'épave. »« Comment avez-vous » commençai-je, mais elle m'interrompit, « Je suis le fil de l'histoire. »« Jax. Les associés de Munro se sont renseignés sur vous dans toute la ville. Ils sont conscients de votre intention de les affronter. »« Bien, » répondis-je. L'appréhension rend les individus négligents ou dangereux. « Nathan, peut-être devrions-nous. » commença-t-elle, mais je la coupai. « Pas de retraite. Vous diffusez cette histoire dimanche, comme nous l'avons convenu. Je m'occuperai du reste. »« Et s'ils me poursuivent ?» demanda-t-elle. « Ils ne le feront pas. Votre presse éliminant une journaliste génère une surveillance excessive. J'espérais que mon évaluation était exacte. Assurez-vous juste que l'histoire soit publiée. Tout repose sur elle. » Le samedi matin apporta des nouvelles qui suscitèrent un sourire. Pour la première fois depuis plusieurs semaines, le Federal Bureau of Investigation avait mené un raid dans les bureaux de Munro Développement, saisissant des ordinateurs et des registres financiers. Un individu anonyme les avait informés des preuves de corruption que j'avais déterrées. Jax était menotté au journal télévisé du soir, professant son innocence et un complot. Melissa se tenait à côté de lui, sa formation juridique évidente alors qu'elle restait silencieuse et maintenait un visage impassible pour les caméras. Cependant, je discernais la crainte dans ses yeux. Le journal du dimanche frappa les rues avec la force d'un engin explosif. L'exposé de Jennifer occupait toute la une, décrivant comment un inspecteur municipal avait été désigné comme bouc émissaire d'une corruption systémique. Les photos qui l'accompagnaient étaient accablantes. Melissa célébrant ma condamnation. Amanda enregistrant nos conversations en prison. Jax plaisantant sur mon existence ruinée. À midi, le récit avait atteint une notoriété nationale. Les chaînes d'information câblées s'en emparèrent. Les plateformes de réseaux sociaux explosèrent et des manifestants se rassemblèrent devant le palais de justice, exigeant justice.
Mon téléphone portable émit une sonnerie. Numéro inconnu. Espèce d'ordure, la voix de Mélissa suintait de fureur. Tu as tout anéanti. Non, rétorquai-je. Vous avez tout anéanti. Je me suis simplement assuré que les gens en soient conscients. Je vais te tuer. Je le jure devant Dieu. Je vais le faire de mes propres mains. Vous avez déjà essayé. Cela n'a pas fonctionné. Un silence s'ensuivit. Alors, que désires-tu, demanda-t-elle. Justice. Absurde. Tu veux une vengeance? Dans ce cas, c'est la même chose. Que faudra-t-il pour que cela cesse? Je regardais par la fenêtre du motel la ligne d'horizon de la ville, les lumières et la vitalité dont j'avais été exilé pendant 18 mois. Rien que tu puisses offrir, Mélissa. Vous vous êtes approprié ma vie, ma réputation, ma liberté. Tu m'as réduite à rien. Maintenant, c'est ton tour. La salle d'audience était comble pour l'audience d'éthique de Mélissa. Des journalistes occupaient les rangs arrière, des caméras tapissaient les murs et des spectateurs remplissaient la galerie. J'occupais une place au premier rang, observant la carrière de mon ancienne épouse expirer en temps réel. Les preuves étaient accablantes. Documents falsifiés, témoins corrompus, complot pour commettre une fraude. L'avocat de Mélissa s'efforça de la dépeindre comme une victime de ma manipulation vindicative. Cependant, les enregistrements vidéo anéantirent cette défense. Lorsqu'ils diffusèrent l'enregistrement de ses aveux, celui où elle célébrait mon emprisonnement, la salle se tut. Même le juge parut dégoûté. Madame, et il déclara le président du conseil d'éthique, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Mélissa se leva lentement. Elle avait vieilli de plusieurs années au cours de la semaine précédente. Ses vêtements extravagants ne pouvaient dissimuler la défaite dans ses épaules, la défaite dans ses yeux. Je n'ai rien à dire, murmura-t-elle. Très bien. Ce conseil vous juge coupable d'inconduite professionnelle, de fraude et de violation de la confidentialité du client. Vous êtes par la présente radié du barreau de l'État de Pennsylvanie, avec effet immédiat. Le coup de marteau retentit comme un coup de feu. Mélissa s'effondra sur sa chaise, en sanglotant. Cependant, je n'en avais pas encore fini avec elle. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes grouillaient comme des vautours. Je me frayais un chemin à travers la foule jusqu'à l'endroit où Mélissa se tenait avec son avocat, essayant d'atteindre un véhicule. Mélissa, l'appelai-je. Elle se tourna, des larmes ruisselant sur son visage. Pendant un bref instant, elle ressembla à la femme que j'avais épousée, vulnérable et perdue. Puis, son expression se durcit. Que veux-tu, Nathan? Te poser une question. Est-ce que ça en valait la peine? Qu'est-ce qui en valait la peine? Me détruire. Nous détruire. Est-ce que 18 mois de liberté valaient la peine de tout perdre d'autre? Elle me fixa pendant un long moment. Puis, elle laissa échapper un rire brisé et amer. Tu veux connaître la vérité, Nathan? Je ne t'ai jamais aimé, pas vraiment. Tu étais sûr, stable, sans intérêt. Jacques était stimulant, dangereux, vivant. Quand l'occasion s'est présentée de passer à la vitesse supérieure, je l'ai saisi. L'assemblée autour de nous se tut, sentant l'électricité dans l'atmosphère. Tu veux savoir si ça en valait la peine, poursuivit Mélissa, sa voix montant d'un cran. Oui. Chaque instant de ces 18 mois en valait la peine. Chaque nuit dans le lit de Jacques en valait la peine. Chaque dollar que j'ai dépensé de ton argent en valait la peine. Je recommencerai sans hésiter. Elle s'avança, suffisamment près pour que je puisse sentir son parfum, le même qu'elle portait le jour de notre mariage. Mais tu sais ce qui était le plus important, Nathan? Tu m'as fait confiance, jusqu'à la fin. Tu as cru que j'étais de ton côté. Tu m'as regardé avec tes yeux de chien battu et tu m'as supplié d'attendre ton retour, de croire en toi. Et j'ai souri et j'ai acquiescé et je t'ai rendu visite dans cette pièce grise et minuscule, tout en orchestrant ta destruction. L'assemblée était complètement silencieuse maintenant. Même les journalistes avaient cessé de prendre des notes. Tu étais si facile à manipuler, articula Mélissa, si désireux de croire que quelqu'un t'aimait encore. Amanda t'a joué à merveille, te donnant de l'espoir tout en enregistrant chacune de tes paroles. Tu n'as jamais soupçonné que ta propre belle-sœur agissait contre toi. Quelque chose de glacial se déposa dans ma poitrine, non pas de la rage, mais du soulagement. Merci, dis-je. Pourquoi? Pour avoir confirmé ce que je savais déjà.
Tu es exactement aussi insignifiant que je le supposais. J'ai extrait mon appareil mobile et lui ai montré l'écran. Enregistrement en cours, 17 minutes et 32 secondes. Quoi, commença TL. Cet aveu que tu viens de me soutirer est diffusé en direct à tous les grands médias de la ville. Félicitations, Mélissa. Tu viens d'avouer un complot, une fraude et un parjure en direct à la télévision. Son visage pâlit. Autour de nous, l'assemblée commença à murmurer, puis à bourdonner, puis à rugir. Des téléphones portables se matérialisèrent. Des journalistes crièrent des questions, et des sirènes de police hurlèrent au loin. Enfoiré, chuchota Mélissa. Non, répondis-je. Juste quelqu'un qui a assimilé le meilleur. 6 mois plus tard, j'étais assis dans un restaurant, parcourant le journal du matin. Le titre suscita un sourire. Le fondateur de Monroe Développement condamné à 12 ans. Jax avait tenté de négocier une entente de plaidoyer, offrant de témoigner contre Mélissa et Amanda en échange de charges réduites. Cela s'avéra infructueux. Le jury le reconnut coupable de tous les chefs d'accusation, corruption, complot, fraude et tentative de meurtre. Le juge prononça la peine maximale. Mélissa reçut 8 ans, Amanda 5. Le procureur qui m'avait injustement condamné fut radié du barreau et mis en accusation. Mon avocat de la défense d'origine faisait face à des accusations d'éthique. La ville m'avait proposé un règlement, réintégration complète, rappel de salaire, excuses formelles et 2 millions de dollars de dommages et intérêts. J'acceptais la compensation financière et refusais l'emploi. Certains ponts, une fois incendiés, ne devraient pas être reconstruits. Mon appareil mobile vibra. Message texte provenant d'un numéro inconnu. Ce n'est pas terminé. Je l'ai supprimé sans répondre. Des menaces vides venant de personnes insignifiantes. Georges me rejoignit au restaurant, apparaissant en meilleure santé qu'il ne l'avait été depuis des mois. Le remboursement de l'assurance pour son appartement incendié lui avait permis d'acquérir une modeste résidence en banlieue. Alors, quelle est la prochaine étape, demanda-t-il en s'installant dans la banquette. J'envisage de créer ma propre entreprise, du conseil en construction, aidant les individus à contourner les types de situations difficiles qui m'ont affecté. Tout semble monotone. Bien. J'ai vécu suffisamment d'émotions fortes pour une vie. Georges commanda un café et scruta mon visage. Tu sais qu'ils finiront par être libérés, Mélissa, Amanda, peut-être même Jacques s'il se conduit bien. Je suis au courant. Cela ne te perturbe pas? J'y réfléchis, observant la vapeur s'élever de ma tasse de café. Ils purgent déjà leur véritable peine. Ils doivent coexister avec leurs actes, avec leur identité. La prison n'est qu'une question de géographie. La prison enseigne la patience, la distinction entre justice et rétribution, ce qui compte vraiment. Et qu'est-ce qui compte vraiment? Je regardais par la fenêtre la ville que j'avais servie, la ville qui m'avait trahi. La ville qui m'avait tout rendu et plus encore. Recommencer à zéro, construire quelque chose de supérieur à ce que tu as perdu? Georges acquiesça. À de nouveaux départs, alors. À de nouveaux départs. Nous bûmes notre café dans un silence confortable, 2 survivants observant le monde s'éveiller autour de nous. Dehors, des grues de construction s'étendaient vers le ciel, construisant le lendemain sur les ruines d'hier. Mon appareil mobile vibra à nouveau. Cette fois, c'était Jennifer Walsh. Nathan, je viens d'apprendre une nouvelle. Le gouverneur annoncera la semaine prochaine la création d'un groupe de travail sur la corruption judiciaire. Il souhaite que tu le diriges. Pas intéressé. Réfléchis Y. Tu pourrais faire en sorte que cela n'arrive plus jamais à personne d'autre. J'observais un jeune couple passer devant la fenêtre du restaurant, se tenant la main, riant d'une plaisanterie privée. Il ressemblait à l'image que Mélissa et moi avions autrefois, lorsque je croyais aux fins heureuses. Je vais y réfléchir, informai-je Jennifer. Cependant, je connaissais déjà ma réponse. J'avais passé 18 mois à expier des transgressions que je n'avais pas commises. J'avais passé 6 mois à obtenir justice pour des transgressions que je ne pouvais pas cautionner. Maintenant, il était temps d'exister pour quelque chose de plus que le passé. Je réglai l'addition et sortis sous le soleil du matin. Derrière moi, l'enseigne au néon du restaurant clignota et s'éteignit. Devant moi, la ville s'étendait comme un récit non écrit, regorgeant de possibilités et de promesses. J'avais du travail à accomplir. Okej, nu ska jag lilla gun för jag ska ha får
det er jo også, altså man skal også tænke på, ikke? Her, der kan jo virkelig vise noget dominans på sådan, hvor god jeg er til videospillet, hvis du comparer til andre Minecraft-spillere i Danmark, right? Var der ikke et får? Jo, der var en dør. Ah! Hold da kæft. Var det kun et får, jeg fik? Jeg skal gerne bruge 3, jo. Skal alle sove, for at man sover? Nu skal jeg spurgt her. Skriv lige 07 til Fine, eller hvad? Men GL, hvad er det, I mener? Prøv lige at overveje et power couple, der altså rent hypothetically, sådan et power couple, der er Fine kunne være, Smilla. Datapack mangler. Det ved jeg ikke, hvad fuck hun mener med. Altså, hvad betyder det? Okay. Red on red magic, ja, det er også lidt det, ikke? For en speedrunner versus folk, der spiller normalt, er det meget sigende for, hvem der er bedst. Jeg er jo ikke en speedrunner. Jeg har aldrig speedrunner spillet i mit liv. Forrest i feltet, DD8 Drugbar. Hvad er challenge i dag at gennemføre spillet? Det er Banis og Finis SMP, der lige har startet i dag. Nej, men du forsøger at speedrun. Nej, jeg gør sgu da ikke. Jeg går ikke efter at gøre det så hurtigt som muligt. Jeg vil gerne bare gennemføre. Og så slukker jeg streamen, når jeg har gennemført, tænker jeg. Lad os bare lige få lidt pile fra dem her. Jeg ved ikke, om jeg gider til at lave alt det der trading der. Okay, så får jeg selvfølgelig ikke nogen pile, men hey. Jeg synes hele tiden, der kommer SMP'er. Ja, det gør der også lidt. Eller det ved jeg ikke, om der hele tiden gør. Altså, der er 2, tænker jeg. Ny måned, ny SMP. Det vil jeg betale mange penge for at se KH Anno. Puh. Jeg er så træt af Minecraft. Mener du det? Jeg synes, det er så hyggeligt. Jeg kunne virkelig godt drikke en Mac'en iskaffe. Prøv lige at skrive i chatten, hvis jeg skal bestille, eller lægge en Mac'en bestilling lige nu med 3 Mac'en iskaffer og en double dime is. Ja, 3, så fuck det. Jeg gemmer den ind til morgenagtigt. Hvorfor 3? Fordi 1, det er ikke nok. Forstår du, hvad jeg mener? Hvis jeg alligevel får dem til at komme, så kan de godt bare komme ordentligt. Forstår du, hvad jeg mener? Tanken om Mac'en giver mig kvalme. Har du ikke lige spist Mac'en? Hvad er det, I siger? Hvad har jeg sagt, som ikke passer? En Trident dernede. Hold da kæft, det biome her, by the way. Lidt lort der. Jeg føler, jeg er på vej tilbage mod spawn. Jo, præcis. Hvad fik du egentlig fra Mac'en Smiles? Du vil have, Voltmanden kommer rigtigt. Ja, bro, han skal jo bare komme fake. Altså, så der mener. Hvor tit tipper I jeres Voltmand? Her Martin, vil du helst være en delfin eller en alligator? En delfin, mate. 100%. Der er ikke engang nogen tvivl om det, faktisk. Aldrig. Nej, same. Jeg gjorde det engang, jeg bestilte Rarely. Også fordi dengang, altså jeg har jo selv været voldbud. Og legit, hvis bare det du får sådan en 20'ers tip. Nu er jeg tilbage til spawn, by the way. Bare det du får en 20'ers tip, der kan legit make din evening. Hvad er det, du skriver, Kroalt? Hvad mindre jeg lige har ramt noget flot. Jamen det har du jo så ikke i lang tid, kan man sige. Nuttet, at du har været voldbud. What? Nå, nuttet. Hvorfor er det nuttet? Spørgsmålstegn. Nå, lad os finde noget lava så. Jeg tror egentlig, vi har nok jern til at bare kunne gennemføre nu. Så bare finde en bastion nede i nether. Nuttet. Sådan en lille cykelmyg. Ja, jeg havde sgu racercykel dengang. Bro, jeg kan huske, jeg var på arbejde en dag, ikke? Så fik jeg en bestilling fra sådan et mexikansk sted, vi havde herinde i midten af Esbjerg, og så skulle jeg ud til Esbjerg Ø. Det var måske en cykeltur på 2 kilometer den ene vej, og så 2 kilometer tilbage igen bagefter, ikke? Så var jeg derude en gang, så var der fejl i ordren. Så skulle jeg derud igen, og så bagefter, så siger de, at maden var kold, og så skulle jeg derud en tredje gang med en hel erstatning til dem. Var det dengang, du var blond? Nej, det har været efter. Vold startede først i Esbjerg i 2020, og der har jeg ikke været blond. Har du hørt om Esben, der hypnotiserer Esbjerg? Men jeg tror, jeg bor oven på Esben, der hypnotiserer